Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le forum de ce soir se consacre à la malnutrition, un frein au développement du Bénin. On va parler de la malnutrition parce qu'aujourd'hui, c'est considéré comme une pathologie qui n'épargne plus aucun pays dans le monde. Et pour la première fois, on nous dit que la planète entière est confrontée à une crise de la malnutrition. Selon le rapport sur la nutrition mondiale 2017 publié le 4 novembre 2017, la totalité des 140 pays étudiés est confrontée à au moins une des principales formes de la malnutrition et 88% sont lourdement touchés par trois de ces troubles. Et si rien n'est fait pour enrayer la tendance, aucun des 17 objectifs de développement durable adoptés en fin 2015 par les Nations Unies afin d'éradiquer la pauvreté et protéger la planète, garantir la prospérité pour tous, ne sera atteint d'ici à 2030. Nous avons donc décidé d'aborder le sujet avec des spécialistes en la matière. Nous avons sur ce plateau Madame Guylaine Guévremont, elle est membre voilà, de la coalition Nutrition sans frontières du Québec. Avec elle, on va parler des actions menées au niveau de la coalition. Qu'est-ce qui explique sa présence ici au Bénin? Nous avons à ses côtés Eve Houenansi. Elle est la présidente de l'Association des nutritionnistes diététistes du Bénin. Pour aborder le sujet avec nous, quelle est la situation épidémiologique dans notre pays, le Bénin. Avec ces deux invités et le public, on va aborder le sujet. Mais d'abord, mesdames et messieurs, je nous propose de suivre ce visuel réalisé sur la malnutrition au plan mondial. Ensuite, on revient pour saluer nos invités et puis aborder le sujet plus amplement. Parce qu'elle touche près de 800 millions d'individus, soit près de 10% de la population mondiale, la sous-alimentation reste un des grands fléaux de l'humanité. Certes, la proportion de la population humaine sous-alimentée a baissé depuis une décennie, passant de 18,7% à 11,3% dans les pays en développement. Mais avec la croissance démographique, le nombre de personnes souffrant de malnutrition a bel et bien augmenté. L'Afrique subsaharienne a le taux de sous-alimentation le plus élevé de la planète. Un Africain sur 4 ne mange pas à sa faim. L'Asie, continent le plus peuplé, compte les 2/3 de la population mondiale sous-alimentée. Pourtant, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est ont fait des progrès spectaculaires. Dans les années 70, 40% de la population était sous-alimentée. Aujourd'hui, 10%. En Amérique latine et dans les Caraïbes, la population souffrant de la faim a baissé des 2/3 depuis 1990. Cette sous-alimentation peut conduire à l'état pathologique que désigne la malnutrition. Et les enfants sont les plus vulnérables. Chaque année, plus de 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition. La malnutrition est souvent une cause sous-jacente de la mortalité des enfants en bas âge. Et lorsqu'elle s'ajoute à d'autres maladies comme le paludisme, le sida, la pneumonie ou la tuberculose, elle aggrave l'état du petit malade et précipite sa mort. La malnutrition peut être chronique ou bien aiguë. Dans le premier cas, il s'agit d'une mauvaise alimentation qui persiste dans le temps et entraîne un retard dans le développement de l'enfant. En Asie du Sud, 46%, soit près d'un enfant sur 2, souffrent de cette malnutrition chronique. Ce taux est de 38% en Afrique. Quand le corps doit consommer ses propres tissus pour survivre, on change de registre médical, on parle alors de malnutrition aiguë. En Inde, 25 millions de jeunes enfants en souffrent. Parmi les autres pays les plus touchés, on trouve le Nigeria, le Pakistan, l'Indonésie, le Bangladesh, la Chine, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Soudan et les Philippines. La sous-alimentation s'explique par l'économie. Au Niger, 80% des habitants vivent de l'agriculture. Mais le pays n'arrive pas à nourrir toute sa population, se trouvant ainsi dans une situation de sous-alimentation chronique. Un manque de pluie, de mauvaises récoltes, et c'est la crise alimentaire, comme celle de 96, 2005 ou 2010.
Et voilà, vous avez suivi avec moi ce visuel qui nous apporte un certain nombre de chiffres sur la situation au plan mondial. Mais lorsqu'on en vient dans notre pays, Madame Khouenansi, vous êtes la présidente de l'association des nutritionnistes diététistes du Bénin. Merci d'être là. Je vous remercie. Alors, d'abord, lorsqu'on parle de diététiste, diététicien, est-ce que c'est la même chose? Oui, en réalité, c'est une question de terminologie. Ceux qui nous ont formés, notamment les Canadiens, Oui. préfèrent le terme diététiste. Pourquoi? Sinon, j'ai dit que c'est une question de terminologie. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Oui, sinon, diététicien, diététiste, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Ah, ok, d'accord. Alors, vous avez suivi ce visuel avec nous qui nous parle un peu de la situation au plan mondial lorsqu'on parle de malnutrition, sous-alimentation et tout. Mais au Bénin, est-ce qu'on peut avoir des chiffres qui nous présentent un peu la situation? Merci pour la question. Au Bénin, les chiffres ne sont pas tellement loin de ce qu'on vient d'entendre en Afrique. Sinon, plus précisément, la malnutrition au Bénin, c'est dans l'ordre de 30% chez les enfants. Oui, alors que dans le message, on a dit 37% en Afrique. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin de ce taux. Et parmi ces enfants, les enfants de faible poids, on tourne autour de 10-12%. Surtout quand les enfants sont unizygotes. Lorsque c'est des jumeaux, des triplés, ça se comprend. Mais quand c'est un unique et que c'est encore en faible poids, ça interpelle tout le monde. Si nous prenons nos femmes enceintes, si 50% de nos femmes enceintes doivent être anémiées, ça nous interpelle aussi. Ce sont déjà assez de chiffres qui parlent et qui nous remuent, nous, en tant que, non seulement professionnels de la santé, mais nutritionnistes diététistes. Donc, la situation avec ces chiffres-là, la situation, elle est criarde. Elle est grave. Cette situation est grave et interpelle tout le monde. Et là, nous sommes un peu plus à l'aise lorsque le chef de l'État en parle. Lorsque le chef de l'État parle déjà de la cantine scolaire, parle déjà de comment les enfants doivent se nourrir à l'école. Il a parlé de 2 repas chauds. Le 31 juillet. J'ai applaudi. Parce que un président qui a cette vision envers les enfants, on ne peut que la... Bon, les actions, on va en parler. Ce qui est sûr, tous les Béninois ne mangent pas à leur faim. Ça, Tous les Béninois n'ont même pas 2 repas par jour. Non, non. Au 21e siècle. Bien sûr. C'est terrible. Mais beaucoup vont peut-être se demander, mais qu'est-ce qu'ils parlent de la malnutrition, mais qu'est-ce qu'ils mettent dans ce thème-là? Madame Guylaine, vous êtes membre de la coalition Nutrition sans frontières du Québec. Merci également d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce qu'on met dans la malnutrition? Parce que quelque part, on a lu dans les recherches, il paraît que même les obèses sont malnutris. Chez vous. En fait, ce qu'on inclut dans la malnutrition, parce que quand on voit la malnutrition, on a souvent cette idée de la personne qui est vraiment maigre. Oui, on aura même des images qui mais choquent. ce n'est pas la majorité des enfants malnutris. En fait, les enfants malnutris souffrent plus de malnutrition légère ou modérée. Puis ce qui fait qu'ils passent sous le radar, c'est que quand on les regarde, on ne voit pas qu'ils sont malnutris. Parce que, en Donc, fait, il y a des malnutris qui ne sont pas visibles. Exactement, parce tu sais, c'est un petit peu abstrait de concevoir la malnutrition. J'essaie de vous rendre ça un peu plus concret. Si on imagine une maison, on a besoin pour bâtir une maison de bois et on a besoin de vis pour solidifier les différentes poutres. Donc, la malnutrition, souvent, on la voit comme si c'était seulement le bois qu'il manque. Donc, s'il manque le bois, bien, la personne, elle est très, très, très maigre. Mais s'il y a suffisamment de bois, mais pas suffisamment de vis, il y a une malnutrition pareille, ce qu'on appelle la malnutrition Est-ce de que là, avec Oui. cette image que nous envoie notre réalisatrice, Christelle Sabourin, est-ce que là, c'est la malnutrition? Oui, c'est de la malnutrition. Là, c'est ce qu'on voit sévère déjà. Exactement. Et c'est ce qui nous fait dire, quand on se promène dans les rues au Bénin, ben, il n'y a plus de malnutrition au Bénin. On voit rarement des enfants comme ça. On en voit, ceci dit, je peux en témoigner, on en voit. Donc, ce n'est pas complètement éradiqué. Mais si on se fie qu'à notre regard, on a l'impression que c'est
quelques cas encore au OK. Bénin. Et celle-là, c'est ce qu'on appelle la malnutrition énergétique. Donc, c'est l'énergie que les gens ne peuvent pas consommer en assez grande quantité. Mais la qualité a un rôle incroyable à jouer dans la santé. Par exemple, si un enfant manque de fer lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il peut naître avec un quotient intellectuel de 9 points inférieur à cause que l'anémie empêche le développement de son cerveau. Donc, on parle pas on parle pas du poids nécessairement, mais du fait d'avoir manqué de la qualité nutritionnelle. Et c'est tellement important quand on parle de développement à long terme que ce soit pas simplement de donner des aliments aux enfants, mais de donner des aliments de bonne qualité qui va permettre un développement optimal de leur système immunitaire. Parce qu'un enfant qui vient au monde, il a un poids normal, il a une diarrhée et il décède de la diarrhée parce que son système immunitaire n'était pas suffisamment solide à cause de ce manque au niveau des micronutriments qui fait qu'on appelle ça la maladie silencieuse. OK. Donc, si je comprends bien, la malnutrition sévère, c'est ce qu'on voit, Oui. c'est ce qui est visible, mais il y a des malnutris Oui. qu'on ne considère pas comme malnutris Exactement. parce que ce n'est pas visible. Exactement. Mais dans notre pays, qu'est-ce qui est le plus fréquent? Parce que, bon, elle dit qu'on n'en remarque pas souvent ces images que la réalisatrice nous envoie, mais des gens sont malnutris. Est-ce qu'on voit des malnutris vraiment sévères dans notre pays? S'il en existe. Mais ce qu'on voit souvent, c'est les modérés, Ok. comme elle a dit. OK. Moi, je suis à la pédiatrie, au Chumel. J'en vois. Donc, les malnutris, comme on dit, aigus. C'est-à-dire, ça commence par s'installer. Et si on ne fait rien, ça va dégénérer, ça va s'aggraver et rentrer dans la sévérité. Donc, les malnutris aigus, si on les voit, on prend en charge rapidement, on les empêche d'aller dans la sévérité. Mais ces cas-là existent. Mais il faut prendre des mesures. Mais existe dans quelle partie du pays? Est-ce qu'il y a des zones cibles où il y a des malnutris sévères? Je crois qu'il y a des régions à problème. Je crois qu'on a 40, dans 40 communes, je crois, 200 villages à problème. Mais dans les autres zones, communes aussi, puisque dans Cotonou, il y en a. Moi, je suis dans Cotonou. J'ai eu 100% en faisant une étude. Et tous les jours que Dieu fait, 30% des Cotonois sont malnutris. des enfants, Des enfants oui, sont malnutris. oui. On a fait une étude en 2016, on l'a eu. Et tous les jours, j'en reçois, j'en découvre. Donc, ces enfants-là, il faut prendre des mesures parce que ce n'est pas en regardant, on dit Voilà. non, c'est Le un problème malnutri, non. va Il y a des mesures anthropométriques qu'on prend. Mais avant d'en venir aux mesures, permettez-nous déjà d'avoir quelques informations sur les causes. Qu'est-ce qui peut causer la malnutrition? Parce qu'elle l'a dit tantôt, manque de nutriments et tout. Pour nous, lorsqu'on parle de malnutrition, c'est qu'on mange mal. Peut-être on remplit le ventre sans pour avoir peut-être bien mangé. Oui. Quelles sont les causes de la Tout à chose? fait. La cause première, c'est l'alimentation. L'alimentation, comme elle a dit, il y a l'énergie, mais il y a les micronutriments. Il y a les macronutriments, il y a les micronutriments. Les macros vont apporter l'énergie, ce qu'il faut pour se tenir, mais les micros pour assurer la fonction même de l'organisme, la fonction physiologique et autres. En dehors de l'alimentation, il y a tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Il y a l'hygiène, la vaccination, la propreté, tout ça là rentre dedans. On va parler de diarrhée. Lorsque l'eau n'est pas potable, mais si vous mangez bien, vous allez faire votre diarrhée et perdre des nutriments. D'accord. Donc là, en première cause, c'est l'alimentation. C'est l'alimentation. Et après, il y a les- l'hygiène, tout ce qui court. les vaccinations qui ne sont pas, les périodes qui ne sont pas C'est respectées, qui s'associent. Mais lorsqu'on parle de ces causes-là, est-ce qu'il faut aujourd'hui dire que l'enfant de 0 à 5 ans est plus à risque et la femme enceinte, ou il y a d'autres cibles de la malnutrition? Si on commence par viser la femme enceinte et le 0-5 ans, assurément, c'est parce qu'on établit les bases pour un futur. Parce que là, maintenant, on parle de problèmes de santé chronique, de maladies chroniques.
Mais on voit comme si la maladie chronique était un problème de riches, alors que dans le fond, elle serait un problème de pauvres. C'est les enfants malnutris à l'enfance qui ont développé une fragilité. Donc, on fait une corrélation directe entre l'hypertension plus tard et la malnutrition que l'enfant a subi lorsqu'il était petit. On fait le lien avec le diabète non insulinodépendant, donc qu'on dit causé par l'obésité, mais dans le fond, il y a un lien direct avec la malnutrition de l'enfance. Donc, si on veut pas être constamment en train de pallier un problème en disant, OK, on va mettre de l'énergie sur l'hypertension, sur l'hypercholestérolémie, sur le diabète, sans régler la base, on travaille dans le vide parce qu'on va toujours avoir ces malnutris qui vont devenir des adultes, qui vont développer des maladies avec un coût énorme en perte parce que les gens meurent tôt, en perte pour la société de ces maladies-là, du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Donc, c'est des décès qui seraient prévenables si on mettait l'énergie à la base qui est la femme enceinte et l'enfant 0,5 ans. Est-ce que c'est parce que c'est des cibles vulnérables qu'on met l'accent sur ces deux cibles-là, les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans? Bien sûr, vous avez sorti le mot. Ce sont ces cibles qui sont les plus vulnérables. Et comme elle a dit, il faut partir de la base. In utero, lorsque le fœtus se crée, se compose, il faut apporter tous les nutriments qu'il faut. Tout. Sinon, on a des enfants qui naissent avec des handicaps, des cerveaux qui ne sont pas bien développés à la naissance, puisque 35% de ce cerveau doit être formé avant la naissance. Si, lorsque l'enfant était in utero, il n'a pas les nutriments qu'il faut. Et là, c'est que la femme enceinte doit déjà consommer ces nutriments qu'il faut pour pouvoir alimenter. Bien sûr, même avant de tomber enceinte. C'est à ce moment-là qu'on parle même de la consultation prénuptiale. Il y a une préparation à faire avant même de concevoir. Pendant qu'on a conçu très tôt. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est après 3 mois, après 4 mois qu'on voit nos enfants, nos femmes. Alors que l'embryo jeunesse se fait de 0 à 3 mois, au moment où l'organisme a besoin de beaucoup de nutriments pour créer, pour fabriquer les organes du petit fœtus qui va sortir avant. Donc la base vraiment, c'est la femme enceinte, même avant qu'elle ne tombe enceinte. Même avant qu'on... Mais ils vont peut-être dire, mais est-ce que ce n'est pas une discrimination? Et les adultes? Bon. Les enfants qui ne sont pas dans la tranche de 0 à 5 ans? Au fait, on a dit des cibles. Lorsque vous traversez cette période de 0 à 5 ans, vous êtes moins vulnérable. Maintenant, les personnes âgées, donc au 3e âge aussi, ils deviennent des vulnérables. Donc, il faut prendre aussi ces cas-là en compte. Et je me demande si ces personnes du 3e âge ou en général ces adultes considérés aujourd'hui comme malnutris sont dans la catégorie des pauvres? Pauvres, je ne saurais le dire parce que ceux qui sont sur le terrain peuvent mieux en parler. Cependant, les personnes font partie des cibles auxquelles on fait attention lorsqu'on fait des études sur le plan communautaire. Ils font partie des cibles auxquelles on fait attention lorsqu'on fait des études de nutrition dans la communauté. Dans la communauté. Oui. Vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Est-ce que la malnutrition sévit plus, lorsqu'on prend les adultes, sévit plus dans le rang des personnes pauvres, des démunis? J'aurais tendance à dire que, pour revenir à la question de pourquoi viser tant les enfants, c'est parce que les conséquences vont être pour la vie. Donc, si un enfant, par exemple, qui manque d'iode lorsqu'il est dans le ventre de la mère, va naître avec, s'il y a une carence, évidemment, avec ce qu'on appelle le crétinisme. Donc, c'est pas récupérable. Même si on le nourrit bien le reste de sa vie, c'est fini. C'est bâclé pour lui pour le reste de sa vie. Alors, c'est pour ça qu'on veut tellement agir là, parce qu'on se dit, en réglant le problème ici, c'est toute la vie. Si une personne a été bien nourrie dans le ventre de sa mère, bien nourrie 0,5 ans, et qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la population, qu'il y a un manque de nourriture temporaire, le corps a des réserves, il va pouvoir faire face à ces réserves. Si entre 0 et 5 ans, il est anémique, il va avoir des conséquences qui peuvent durer pour le reste de sa vie. Donc c'est la période 0 à 5 ans, c'est la période critique. La femme enceinte aussi, il ne faut pas la manquer parce que c'est pas juste une fois qu'il sort du ventre de la mère, de zéro préconception jusqu'à 5
5 ans de vie. Et effectivement, les personnes âgées, si on parle pour le Canada, c'est pas nécessairement associé à la pauvreté, la malnutrition. Chez nous, il y a une réalité, puis j'imagine que c'est la même chose ici, c'est que l'appétit diminue énormément quand on vieillit. Et d'être capable d'aller chercher la variété nécessaire d'aliments. Il y a une préférence qui se développe pour les aliments sucrés, donc un plus faible appétit, préférence pour les aliments sucrés. Soudainement, les gens mangent moins d'aliments qui vont pouvoir donner suffisamment d'énergie et surtout suffisamment de protéines. Et on se retrouve avec des gens qui leur système également, immunitaire l'énergie est dans le sucre, non? Oui, mais c'est parce que c'est dans l'idée de la variété que quand une personne devient plus âgée et qu'elle a un appétit très limité, va manquer de ce qu'on appelle des protéines dans son sang. Et les protéines dans le sang permettent la fabrication des hormones, permettent la fabrication du système immunitaire. Donc, elle devient beaucoup plus à risque de développer des infections et des maladies qui peuvent même l'amener à être hospitalisée. Donc, effectivement, la personne âgée, mais encore là, si on corrige, la personne ressort et sa santé revient. Alors que ce n'est pas le cas chez les jeunes. Chez les enfants. Oui. Quelque chose par rapport aux personnes âgées. La tendance maintenant, c'est que ces personnes se retrouvent souvent seules. Tout à fait. Seules. Donc les enfants sont loin d'eux. Les petits-enfants également. Loin d'eux. Oui. Et s'auto-gérer, ce n'est pas facile. C'est surtout ce qui fait qu'ils sont de plus en plus affaiblis, diminués et puis considérés comme des cibles à surveiller. Donc, il faut désormais comprendre que la malnutrition, ce n'est pas lié à une catégorie ou à une classe la société. Ça frappe tout le monde. Ça frappe tout le monde. Je vais nous demander de suivre ce reportage réalisé par Karama Tagbata Ossu. La malnutrition, elle est allée au nord du Bénin pour voir un peu ce qui se passe. On aura les médecins et même des responsables de centres sociaux qui sont intervenus dans le reportage pour nous dire ce qu'ils vivent au quotidien. On se croirait au Sud-Soudan ou même en Somalie. Mais non, ce sont là des images d'enfants béninois malnutris. Des images prises dans un centre de santé dans le nord du pays. La malnutrition et la faim sont malheureusement l'une des tristes réalités des populations béninoises. Il y a surtout la commune de Karimaman qui pratiquement est la lanterne rouge. Et la commune d'à côté, celle de Malanville également, ne donne pas de bons chiffres. Les cas de malnutrition sévère font 1,17%. Et pour les cas de malnutrition modérée, ça fait 7%. Et de façon globale, on est à 8,7%. La malnutrition fait partie des 5 grandes causes d'hospitalisation dans le service de pédiatrie. Et ça fait partie des 5 grandes causes de décès des enfants en pédiatrie. Donc c'est vraiment une maladie qui mérite une attention particulière. Si ce mal sévit si tant au Bénin, c'est fort d'un certain nombre de pratiques observées, que ce soit au nord comme au sud du Bénin. Nous avons entre autres les causes liées aux habitudes alimentaires, les causes liées aux pesanteurs sociaux culturels. Lorsque la mère met au monde un enfant, normalement, la mise au sein doit être automatique. Mais tel n'est pas le cas. Chez nous, on dit que le premier lait n'est pas de qualité. Et la population presse ce lait et on jette. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas les 3 repas qu'ils tombent dedans. C'est parce que peut-être les 3 repas ne sont pas des repas équilibrés. Et là, je peux vous dire, l'État est en train de faire et continue de faire beaucoup de choses. Même si le Bénin fait partie des 10 pays de l'Afrique les mieux nutris selon le PAM, Programme alimentaire mondial, les cas constatés urgent quand même d'être pris en compte. Tous les enfants de 6 à 23 mois bénéficient tous les mois de distribution gratuite de micronutriments. Et ça, ce n'est pas seulement dans Malanville Karimaman, mais c'est dans tout le département de la Liborie. Par an, nous avons 2 semaines que nous décrétons, qu'on appelle semaine de survie de l'enfant. Nous organisons des séances d'éducation nutritionnelle pour amener la population à comprendre comment composer les aliments, comment mettre l'enfant au sein, quel aliment il faut donner à l'enfant, comment varier
l'alimentation de l'enfant. Les enfants de 6 à 59 mois sont majoritairement touchés par la malnutrition. Les personnes adultes en souffrent également, en l'occurrence les femmes enceintes. Et voilà, on a eu d'ailleurs dans ce reportage de Karamat Bataou de Ulrich Urundi, un médecin pédiatre qui a dit que ça constitue les 5 grandes causes de consultation et les 5 grandes causes de décès. Revenons rapidement sur les conséquences de la chose avant de parler des actions et surtout ce qu'il faut faire au Bénin. Ces conséquences-là de la malnutrition. En fait, les conséquences sont énormes. Énormes au vu de ce que nous voyons sur le terrain. J'avoue que lorsque j'ai fini mes études en nutrition et je suis revenue au CHU, je ne m'attendais pas à voir autant de malnutris, autant d'enfants malnutris. J'ai été, je ne dirais pas écœurée, mais scandalisée. Je me suis dit, c'est à Karimama, comme on a dit, oui, à Malanville, mais dans Cotonou. Donc je me suis dit... La ville considérée comme métropole. Donc le problème demeure entier. Donc les conséquences sont énormes. Comme l'a dit Madame Guylaine, lorsque le cerveau n'est pas bien développé, vous voulez tirer quoi de ce cerveau après? Non, c'est un enfant sur le plan scolaire, ne va pas émerger. Donc est-ce qu'on doit considérer ça également lorsque on sait que le chef de l'État pense à réformer le système éducatif? Est-ce qu'on doit considérer également la malnutrition comme l'un des facteurs ou l'une des conséquences du fort taux d'échec? Bien sûr. Au niveau scolaire. Le chef de l'État l'a dit, il s'est demandé si nos enfants sont devenus plus bêtes que nous. Mais c'est vrai, parce que les enfants ne mangent pas. On a dit, le repas doit être équilibré et diversifié aussi. L'équilibre, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les macronutriments, il faut les micros aussi. Et ce sont eux qui assurent la physiologie même de l'organisme. Si l'enfant doit être intelligent, un peu d'iode. S'il ne doit pas être anémie, un peu de fer, un peu de vitamine C. Mais si ça là manque, et c'est la pâte, le riz, tout le temps, on ne va pas récolter grand-chose. Il y a même dans certains foyers, quand l'enfant a le riz, c'est le jour de fête. Oui, il est heureux. C'est dommage. Mais Madame Guylaine Guevremont, déjà au plan mondial, vous êtes au niveau, je ne dirais pas mondial, mais vous êtes au Québec. Comment voyez-vous les conséquences de la malnutrition sur une nation? Pour moi, je trouve ça tragique parce que je me dis, on est maintenant tous liés comme êtres humains. On ne peut pas laisser des nations sous-alimentées parce qu'on a des enjeux maintenant qui sont des enjeux globaux. On ne peut pas dire que les problèmes climatiques, ça appartient seulement à l'Afrique. Quand j'ai fait une visite à Ganvier, les gens sur le bateau disaient, on est rendu avec 22 cm de sacs de plastique dans le fond du lac et les poissons ne peuvent plus se nourrir. Mais quand une population est prise avec un enjeu si grand, où est-ce qu'il doit vraiment se casser la tête pour dire maintenant comment est-ce qu'on fait pour assainir ce lac pour permettre de continuer à nourrir Cotonou? Parce que là, j'ai demandé, ce lac-là, il nourrit qui? Est-ce qu'il nourrit 10 personnes ou il nourrit Calavi et Cotonou presque en entier? Et là, ils se disent, on a 22 cm de sacs de plastique. Donc, cette intelligence-là qui est nécessaire à notre problème d'écologie, mais le problème d'écologie n'est pas réservé au lac, que j'oublie le nom, mais à Ganvier, mais il est planétaire. On a un problème planétaire qu'on doit résoudre de façon aussi alliée. Et si, parce que la malnutrition frappe de façon aussi sévère, on n'a pas l'intelligence nécessaire parce que c'est complexe. Quand c'est des choses qu'on ne voit pas. Et en plus, on dit souvent la malnutrition est la cause de la pauvreté. Maintenant, on est en train de se demander si ce n'est pas sa source. Donc, une personne qui passe sa vie du matin au soir à ne penser qu'à se nourrir, comment peut-elle contribuer à sa société? Comment peut-elle contribuer à sa ville? Parce qu'elle n'a pas ça en priorité. Sa priorité, c'est de se nourrir. Et c'est correct, c'est normal. Mais là, il est temps qu'on commence
Effectivement, à bâtir des sociétés qui vont être neutres au niveau de la pollution, qui va permettre aux lacs de se régénérer eux-mêmes. On pense à l'écologie, au rendement durable. Donc, on est là comme société. Et quand nous, on regarde puis on voit ce qui se passe en Afrique, on se dit, il faut les aider, il faut venir en aide à ces personnes-là et les aider à se prendre en main. Parce que c'est pas d'arriver ici, de dire, vous faites pas les choses correctement. Assurément, il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Et maintenant, c'est de dire, parce que le Bénin a tout. Le Bénin a tout. Vous avez les aliments. C'est pas qu'ils sont pas disponibles, ils sont là. Vous avez des gens qui veulent, qui ont un désir immense de vouloir s'en sortir. Maintenant, quelle est cette espèce de petit grain de sel qui va manquer pour faire que tout va tomber en place et qu'on va pouvoir avoir une solution à ce problème? Et c'est ce qui explique votre présence au Bénin aujourd'hui. Oui, comment comptez-vous travailler avec les nutritionnistes qui sont au Bénin? Oui, exactement. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que nous, à l'origine, on se disait, il y a un problème, on doit agir. Donc, on est parti de notre cœur et de dire, on doit agir. Et là, on a appris que le Bénin est un pays francophone. On est tellement ignorant par rapport à l'Afrique, vous n'avez aucune idée. Donc, on a dit, le Bénin est francophone, le Bénin est sécuritaire, parce qu'on a, en tout cas, je vais parler pour moi, l'idée que c'est dangereux d'aller n'importe où en Afrique, de réaliser qu'il y avait ce petit pays francophone complètement sécuritaire. Et en plus, l'université qui m'a formée, moi, au Canada, a formé les nutritionnistes d'ici. Donc, l'idée était à l'origine d'essayer de faire quelque chose sur le terrain et s'est transformé en disant on va appuyer les nutritionnistes ici. Parce que, tu sais, moi, je pense depuis 2013 que les nutritionnistes graduent de l'université. Et depuis 2013, 90% sont au chômage. Et moi, je me dis, imaginez chaque nutritionniste depuis 2013 qui aurait eu 100 femmes par année, qu'elles auraient fait le suivi de grossesse à ces 100 femmes-là depuis 2013 à une cohorte maintenant de 100 nutritionnistes. Pouvez-vous imaginer la correction nutritionnelle qui aurait été faite au pays depuis tout ce temps-là et de continuer et en plus de valoriser le travail des nutritionnistes, les aider à partir de leur pratique privée, à avoir cet impact au niveau des femmes. Et ce que ça prend, c'est pour ça que j'en parle à votre antenne aujourd'hui, c'est que les femmes doivent commencer aussi à se responsabiliser par rapport à leur grossesse et dire j'ai besoin d'avoir des connaissances que je n'ai pas parce que cet enfant-là que je veux mettre au monde, je veux qu'il soit dans un état de santé optimal et de demander à leur sage-femme, de demander à leur gynécologue, est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui m'aide à me donner les informations pour savoir quoi manger? On parlait du sel iodé, excusez, Oui. du sel iodé. Mais le sel iodé qui va aider à diminuer cette maladie mentale qui affecte les enfants, si la femme, quand elle est enceinte, elle ne se fait pas dire pendant ta grossesse, prends le sel iodé. En dehors de ta grossesse, si tu prends le sel qui est vendu sur la plage, c'est correct, mais lui, il n'est pas iodé. Donc, donc d'avoir ces conseils-là qui permettent de corriger le tir et d'avoir accès aux aliments. Donc, c'est ce que les nutritionnistes permettent d'apporter et nous, notre rôle, en fait, c'est de les soutenir dans cet effort-là. D'accord. Ben, là, quand je suis un peu les propos de Guylaine, je me dis, les responsabilités sont partagées, certes. Vous avez tantôt parlé du chef de l'État, volonté politique, mais est-ce qu'il n'y a pas également un manque de volonté à votre niveau, vous, nutritionnistes? Parce qu'on se dit, si on a des nutritionnistes formés dans notre pays, c'est honteux d'apprendre que notre pays croupit sous la malnutrition. OK. Non, je voudrais faire quand même une précision. Parce qu'avec la coalition Nutrition sans frontières, avec notre association, ASNUDIB, c'est une relation d'amour. Une relation d'amour pour une lutte contre la faim. Parce qu'elle n'est pas là par hasard. Okay. Elle a dit tout à l'heure, nos premiers enseignants sont venus du Canada pour nous former. Et ils ont appris qu'on a quand même une association, donc une organisation avec laquelle on peut collaborer, ASNUDIB. Et là, ça a marché. Du coup, là, on est en partenariat avec la Nutrition sans frontières. Et qu'est-ce qui ressort de ce partenariat-là? Oui, est-ce que les populations gagnent déjà quelque chose je vais en venir, non, c'est trop tôt pour en parler. Nous, on veut les résultats. Parce que, oui, on en aura parce qu'elle est là. Il y a 3 mois qu'on a connu la présidente Marie-France qui est venue et elle est venue poursuivre les actes que Marie-France a posés avant de partir. Je disais tantôt que c'est un partenariat d'amour pour une lutte contre la faim. Et la faim, là, c'est pour nos enfants,
La faim, c'est pour nos femmes enceintes. Et ce partenariat, qu'est-ce qu'on veut en faire? Tout à l'heure, elle a dit depuis 2013, on est en train de former des nutritionnistes au Bénin. Et moi, je remercie le gouvernement pour avoir accepté de créer l'école là ici. Mais la plupart de nos nutritionnistes ne sont pas à la maison. Là, il faut être franc. Avec le projet multisectoriel alimentation, santé et nutrition, beaucoup de nos camarades sont sur le terrain. Avec les ONG du professeur Mongbo, du Cannes, oui, ils sont sur le terrain. C'est vrai que c'est sur le terrain, pourquoi? Est-ce que pour aller donner, est-ce que c'est pour aller donner à manger aux enfants? Non, c'est pour éduquer, c'est pour sensibiliser. Ok. Puisque j'ai dit projet multisectoriel, alimentation, santé et nutrition. Donc on est dedans, on se retrouve dedans. D'accord? Donc on a eu cet accord avec le professeur Mongbo et notre association pour que les nôtres soient déployés sur le terrain au lieu que ce soit simplement les agronutritionnistes. Mais c'est pour un temps. Un projet, un programme, c'est pour un temps. Nous, on veut vraiment revenir pour récupérer les enfants, pour éduquer nos femmes enceintes, pour vraiment suivre ces enfants-là, leur écolage, leur nutrition, leur alimentation. Et à travers les cantines scolaires, on veut se retrouver dedans. On va revenir même sur cette initiative scolaire et tout. Mais permettez qu'on ait un peu, bon, on est la ville, les propos de ceux qui nous accompagnent. Présentez-vous. Moi, c'est Gisèle Boulou. Je suis la secrétaire de l'ONG Action Bénévole du Bénin International. Vous avez suivi tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Vous avez quelque chose à ajouter ou vous avez des questions à poser? Bon, des questions. Bon, souvent chez nous, quand une femme se marie, avec le temps, elle commence par prendre du poids. Et on qualifie le mari d'une certaine manière. On dit souvent qu'il prend soin de la femme, qu'il dépense beaucoup sur la femme. Est-ce un abus de langage ou parce qu'elle prend du poids, est-ce forcément lié à une malnutrition? Ok. Et la deuxième question est qu'un enfant bien portant, comment peut-on reconnaître s'il est malnutri? D'accord. Okay, merci. Oui, merci beaucoup. On peut rapidement répondre aux questions là, très rapidement. La prise de poids est-elle synonyme de malnutrition? Au fait, il faut nuancer. Il faut nuancer. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la consultation prénuptiale ne se fait pas. On retrouve les femmes avec la grossesse et puis... Est-ce qu'on a même cette culture? On n'a pas. La plupart des femmes que moi je reçois pour cette consultation, c'est les étrangers. Surtout les Nigérianes qui viennent souvent avec leur mari pour la consultation prénuptiale. On n'a pas les mesures, on n'a pas les antécédents, d'accord, mais on constate que dès qu'elle s'est retrouvée au foyer, bon, tout le monde aspire à un mariage. On se calme, bon, on a l'aisance comme on dit, mais il faut faire des mesures aussi pour comprendre si vraiment c'est l'obésité ou bien c'est l'embonpoint. Donc, il faut aller sur des mesures, mais dire comme ça là que c'est déjà la malnutrition, non. Mais est-ce qu'il y a déjà une technique pour calculer son poids par rapport à sa taille bien sûr, pour voir si on est dans les normes? Bien sûr, puisque la dernière étude que j'ai eu à faire, on a pris les femmes, puisque l'étude dit l'implication des mères dans la malnutrition de leurs enfants. Donc, on a pris les femmes aussi, leur périmètre brachial, la taille, le poids, pour calculer l'IMC, pour savoir s'il y a le double fardeau nutritionnel. Déjà, à ces téléspectateurs qui nous suivent, dites-leur déjà donnez-leur quelques instructions peut-être pour calculer déjà leur IMC. Non, IMC, c'est facile à calculer. Comme je l'ai dit tantôt, il faut connaître le poids. Donc, il faut avoir une bonne balance pour prendre le poids. Et il faut savoir tarer. Parce que tout le monde ne sait pas prendre le poids. Et il faut savoir prendre la taille aussi. Comment prendre ce poids-là Je l'ai dit, il faut avoir une bonne balance. Oui, mais on a les balances partout. Il faut acheter la balance à des endroits donnés pour être sûr du résultat qu'on aura. De toutes les façons, on a des repères. Ok. On a des repères, on a des maisons. Et là, lorsque vous allez là-bas, vous êtes sûr d'avoir du bon. Et il faut savoir tarer. Ça prend. Parce qu'on ne monte pas n'importe comment sur une balance. Vous tarez et vous avez le... Des fois, c'est vous-même qui ajustez ou bien ça s'affiche. Il y a les électroniques. Les électroniques encore,
Il faut faire doucement, il faut savoir aussi manipuler. Mais il faut connaître la taille aussi, qu'il faut savoir prendre. Donc la prise de la taille aussi a une technique. Et lorsqu'on a ces deux mesures, c'est facile de calculer l'IMC. C'est le poids en kilos sur la taille en mètres, sur la taille au carré en mètres. D'accord? Et on a le chiffre en kilogrammes par mètre carré. Et la marge, oui. Voilà. La norme, c'est entre 18 et 25. Ok. Quand vous êtes en dessous, lorsque vous êtes moins de 18, vous êtes sous-nutri. Lorsque vous êtes au-dessus de 25, entre 25 et même 35, il y a encore des sous. Ça, c'est l'obésité légère, morbide. Donc, à partir de 25, il faut se poser des questions. Cependant, nous sommes en Afrique, nous avons nos rondeurs, nous avons nos génétiques. Il y a même des médicaments qui nous font grossir. Donc, il faut tenir compte de tout ça là pour éduquer ces femmes dont D'accord. L'idéal, c'est d'aller voir l'idéal, c'est d'aller voir un nutritionniste, tout simplement. Ça suffit. Oui. D'accord. Mais également, vous avez parlé pendant votre intervention de l'embonpoint. On a même des enfants qu'on voit qui ont l'embonpoint, mais qui sont malnutris. Elle a cherché à savoir comment reconnaître l'enfant qui se porte bien, mais qui est malnutri. Et c'est pour ça que ces enfants-là passent tellement facilement sous le radar. Parce qu'il n'y a rien comme indice à l'œil nu qui va nous permettre d'identifier que cet enfant-là a un problème de malnutrition. D'où l'importance, encore là, les nutritionnistes sont formés. Elles peuvent, avec un relevé alimentaire, d'aller voir ce qui manque dans l'alimentation. Au niveau médical, c'est sûr que là, on ajoute des coûts, mais à faible coût, on peut quand même avoir une idée de ce qui peut manquer dans l'alimentation des enfants. Et comme les nutritionnistes sont formés pour savoir ce que les aliments contiennent, c'est facile de voir s'il y a un problème au niveau de l'alimentation de cet enfant-là et de pouvoir corriger, évidemment. Donc, finalement, il faut aller voir le nutritionniste. Oui, tout à fait. Tout simplement. Exactement. J'aimerais ça revenir sur ce que vous avez dit tantôt en disant, est-ce que c'est pas comme honteux de voir la réalité du terrain, c'est de considérer que la première cohorte de nutritionnistes en 2013, je pense qu'ils étaient 8. 8 peuvent pas changer un pays au complet. Et c'est un peu comme un problème qui doit absolument cesser parce que si, lorsqu'elles graduent, elles ne peuvent pas trouver d'emploi. Vous êtes au nombre de combien au Bénin, les nutritionnistes, diététistes? À la 5e promotion, on doit être autour de 120. Autour de 120. Oui. Pour 111 millions, pour 11 millions de Béninois. C'est déjà quand même un pas. Voilà. Exactement. Mais leur impact va se faire sentir plus elles vont pouvoir être sur le terrain, plus les gens vont avoir le réflexe de demander l'avis des nutritionnistes. Arrêter de penser que la malnutrition, ça se voit à l'œil nu. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Donc, de se dire, j'ai besoin d'aller voir une nutritionniste qui va m'aider. Que ça soit un réflexe désormais. Exactement, que ça devienne un réflexe. C'est des habitudes, ça prend des années à changer. Il y a quelqu'un qui veut intervenir également? Vous voulez? Oui, très rapidement. Ma première question... Présentez-vous. Denise Tosso, épidémiologiste. OK. Ma première question s'adresse à Mme Renoncy. Oui. OK. En tant que présidente de l'Association des nutritionnistes diététistes du Bénin, quelles sont les actions que vous menez pour la visibilité de votre association? Ma deuxième question, c'est quoi la différence entre malnutrition aiguë et sévère? Merci. La deuxième question risque peut-être de revenir sur certains propos, mais vous pouvez quand même répondre à cela. La deuxième question très rapidement, malnutrition aiguë et sévère, la différence? Oui, la différence c'est par rapport aux indices nutritionnels. Tout à l'heure, j'avais dit, il faut prendre des mesures. On ne peut pas se reconnaître déjà à l'œil nu malnutri aigu ou sévère? Non. Il faut voir le spécialiste. Oui, il faut voir le spécialiste parce qu'on ne parle pas en l'air non plus. On a des mesures qu'on prend, il y a des indices qu'on calcule et on se réfère aux normes. Ici, nous utilisons les normes de l'OMS qu'on nous a enseignées. Et il faut partir de là avant de prendre une décision, avant de dire, voilà, c'est aigu, c'est sévère, et prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant, votre association, elle est depuis quand? Ça existe depuis quand? C'est une très belle question. Je la remercie pour cette question. Ça passe en même temps pas comme une communication pour vous. Je vous devrez nous payer là. Je vous la DRP. OK. Donc, en 2013, la première promotion est sortie. Et c'est déjà à partir de cette première promotion qu'on a mis notre association sur pied. Donc déjà en 2013, en 2013, on a eu l'agrément en 2014. Donc on est régulièrement enregistré
Donc l'État nous connaît en tant qu'association des nutritionnistes diététistes. Pour notre visibilité, vous savez, il faut de l'argent pour se faire belle et pour se faire voir aussi. On a commencé tout doucement parce qu'il n'y a pas ce ministre de la Santé qui ne nous connaît pas. On a commencé par taper à des portes. On a commencé par se faire entendre. On est allé à l'OMS, on est allé à l'UNICEF. La DSME, on nous connaît. CAN nous connaît. Donc on a commencé par nous associer aux ateliers, mais on nous connaît parce que la filière est reconnue maintenant sur le plan étatique. Le gouvernement a reconnu la filière nutrition diététique dans la mesure où ils ont même pu recruter 2 parmi les 24 qu'ils ont proposés. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas pour la visibilité de notre association. Et on continue avec l'amour qui est né entre Nutrition sans frontières avec nous. Donc, si je comprends bien, pour l'instant, vous n'avez pas encore mené des actions en direction de la population? Si, on a réalisé quelques actions. Il y a un an, j'ai fait 2 jours de nutrition au Chumel. Les gens sont venus. Ce n'est même pas suffisant les 2 jours. On a fait ça au Chumel. On a détecté plein. Ils veulent que ça soit réduit. Mais au Chumel, en 2 ans, c'était les Japonais qui nous ont aidés à faire ça. Et je vous ai dit, on n'a pas encore les sous pour faire des actions très personnelles ou très individuelles, très concrètes. C'est pour ça que nous avons salué et nous avons acheté ce que la coalition Nutrition sans frontières aimerait bien faire avec nous. Donc si nos autorités peuvent nous aider pour que ça soit vraiment du concret, et je crois que... Parce que la lutte contre la malnutrition, c'est une lutte globale. Globale. Qui s'impose à tout le monde. Tout le monde. On a vu le ministre de la Santé, on a vu la ministre du Travail, on est même allé à l'Assemblée voir le premier vice-président. Que veut le peuple? Donc, si notre ministre de la Santé pense que avec cette histoire de malnutrition, on peut placer 1 ou 2 nutritionnistes dans chaque département, pourquoi pas? Mais est-ce que vous êtes associé à l'initiative des cantines scolaires? Cantines scolaires dans toutes les écoles? Pas tout vous êtes associé? Pas tout à fait. Donc mais finalement, les nutritionnistes n'ont pas des yeux sur ce que les femmes donnent à manger aux enfants. Non, c'est ça, c'est un plaidoyer que nous voulons faire au chef de l'État. S'il veut vraiment réussir ce programme d'alimentation scolaire ou de cantine scolaire, il faut un nutritionniste dans chaque zone. Donc pour l'instant, si on comprend bien, les enfants mangent, mais peut-être qu'ils ne mangent pas équilibré, pas diversifié. Donc le nutritionniste est là pour corriger ça. Et ça ne va pas coûter plus qu'il en faut. Il suffit d'agencer, de coordonner, de varier et d'équilibrer. L'association peut également faire du bénévolat, non? Bien sûr, pourquoi pas. Quand on dit bénévolat, ce n'est pas 0-0. Non. C'est pas 0-0. Si on veut lui permettre de se déplacer, d'aller dans telle localité à telle localité, pourquoi pas? Pour mettre ses compétences à la disposition. À la disposition. D'accord. Pourquoi pas? Moi, je le fais déjà. Je fais du dépistage passif. Là. Et les femmes me demandent, maman, pourquoi vous ne faites pas ça là depuis 2 ans ou 4 ans? Moi, je venais toujours ici vacciner mes enfants, mais je n'avais jamais vu ça. Je lui ai dit, il faut toujours un début à quelque chose. On a commencé. Je crois que ça va perdurer. Ça va perdurer. Mais, Madame Guylaine, l'analphabétisme, nous savons que dans notre pays, nous avons un fort taux d'analphabétisme. Est-ce que ça ne joue pas également sur ce phénomène-là et rapidement des propositions concrètes pour qu'on puisse enrayer, si on peut le dire, la malnutrition de notre pays? En fait, quand on parle de malnutrition, évidemment, on parle d'un problème complexe, puis la scolarité en est un. Et la scolarisation des enfants va permettre aussi d'enrayer énormément de problèmes et à des niveaux inimaginables. Tout le monde bénéficie évidemment d'une population, des mesures qui sont mises en place pour forcer la scolarisation chez les enfants jusqu'à 16 ans, comme nous on a au Canada, serait quelque chose qui pourrait commencer à faire une différence. Je me promène dans les marchés, je vois les enfants sont pas à l'école, là, on est l'été, mais tous les enfants devraient avoir accès à l'école. Et j'entends des histoires comme avec la première nutritionniste qui est venue ici, où est-ce que les feuilles mobiles
les feuilles mobiles qui coûtent rien chez nous, coûtent une fortune chez vous et peut être une raison que la petite fille ne puisse pas continuer sa scolarité parce qu'elle a besoin des feuilles mobiles pour aller à l'école et ces feuilles mobiles-là sont tellement chères. Il faut les envoyer dans notre pays quand même. Exactement. Donc, le partenariat également, c'est ça. Exactement. Mais vous comprenez comment quelque chose qui semble banal empêche la scolarisation. L'accès à l'éducation devrait être fait gratuitement et pouvoir être obligatoire. Et clairement, ça aussi aurait un impact énorme parce que c'est sûr que ce qui arrive au niveau de l'alimentation, comme c'est des histoires qui se passent de bouche à oreille, il y a toutes sortes de mythes alimentaires qui restreignent l'activité de la femme de soit bien se nourrir ou bien nourrir sa famille. Malheureusement, mon chef d'édition me dit depuis que le temps est passé, on a fait plus de 52 minutes, mais on n'a pas pu vider le sujet. Mais on a dit quand même l'essentiel. Je remercie quand même les invités qui sont venus, malheureusement n'ont pas pu donner leur avis sur le sujet, mais je crois quand même que l'essentiel est dit. Les autorités nous ont suivis, n'est-ce pas? Tout dépendra de votre disponibilité. Nous, on est là pour vous recevoir, pour passer l'information. Si ça a un rapport au développement de la nation, vous nous aurez à vos côtés. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour le forum de ce jour consacré à la malnutrition, un frein au développement du Bénin. On a eu les informations qui nous prouvent que réellement la malnutrition est un frein au développement du Bénin et que la volonté politique existe, mais que les autorités accompagnent l'association des nutritionnistes diététistes du Bénin pour enrayer la malnutrition de notre pays. D'ici là, portez-vous très bien. On se dit à très bientôt.